Bonjour et merci à vous d'avoir été patient et d'avoir patienté lors de cette pause. Nous reprenons donc le programme de cette première journée de l'Académie virtuelle de la Banque européenne d'investissement, la première journée de cet événement virtuel dédié aux banques de PME et à la microfinance. Je rappelle que le thème de cet événement est donc construire un secteur financier résilient pour les MPME, donc les micro et petites et moyennes entreprises, en vue d'une croissance inclusive en Afrique de l'Ouest et du centre. Alors, tout au long de la journée, nous avons eu une série de panels sur des thèmes différents, notamment la finance verte, la finance du genre, le financement du genre, différents panels qui ont eu lieu depuis ce matin. Et je vous le rappelle, avant de démarrer la prochaine session, tous les supports, toutes les diapositives, toutes les présentations, ainsi que les sessions en elles-mêmes qui ont eu lieu, seront disponibles après cet événement. La plateforme virtuelle sera accessible pendant une semaine, puis les sessions et les enregistrements pourront être visionnés donc, pendant cette période-là. Sur donc la plateforme de l'Académie virtuelle de la BEI. Alors, sans plus attendre, on va passer à notre prochaine session, donc notre table ronde sur la question de la numérisation et des façons donc, de numériser les services financiers pour la région Afrique de l'Ouest et centrale. C'est une sorte d'état des lieux. Et je vais tout de suite introduire donc le modérateur de cette conversation, de cette discussion sur le thème de la digitalisation. Il s'agit donc de Benoît Denis, qui est donc un économiste principal à la direction des projets de la Banque européenne d'investissement, où il effectue l'audit préalable économique et financier des transactions liées à l'économie numérique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec un accent particulier sur les économies en développement. Il est également impliqué dans la définition des politiques et des études sectorielles. Benoît Denis qui participe à des transactions de quasi-fonds propres, de fonds propres avec des entreprises, des entités publiques et des fonds publics. Il couvre les secteurs tels que les réseaux de télécommunications, l'identité électronique, la cybersécurité, le commerce électronique, la transformation numérique et les technologies financières. Alors, Benoît Denis est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'American Business School de Paris et d'un master en sciences de l'Université internationale de l'espace de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Je vais à présent vous céder la parole et vous laisser donc introduire les panélistes de cette session sur la numérisation des services financiers. Merci Anna et bonjour à tous de nous rejoindre pour cette session qui me tient très à cœur sur la transformation numérique du secteur financier qui est un grand vecteur d'inclusion et d'efficience. On a un panel très divers aujourd'hui, je suis très satisfait, je vais vous laisser le découvrir, mais nous avons tout d'abord une vidéo que nous allons vous présenter. Le Pass Santé Mosso, qui est une plateforme web et mobile, bracelet ou encore médaillon, c'est-à-dire comme celui que je porte, et qui nous permet d'avoir sur nous à tout moment nos informations, le mode de travail de nos équipes, parce qu'on n'était plus en présentiel, il fallait travailler en ligne. Ça, c'était assez difficile pour nous de pouvoir faire face à certaines urgences, des répercussions financières, c'est clair. Les programmes ont été annulés. On a dû investir dans des programmes, dans des projets de sensibilisation dans des zones où on ne pouvait plus partir. Mais après, les choses ont repris de plus belle, que la Covid a fait ce que j'ai essayé de faire depuis longtemps, à essayer de sensibiliser les gens sur le virage numérique et un déploiement plus rapide. Ça m'aurait permis d'aller à un autre niveau. Aujourd'hui, en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire, le taux de pénétration des téléphonies mobiles est de 150%, d'optimiser le temps de travail du professionnel de santé. Quand un dossier est numérisé, c'est beaucoup plus facile de lui apporter assistance plus vite. Le retour sur investissement, il se fait avec beaucoup plus de temps que dans le numérique. Vous développez, il y a un temps pilote, il y a un temps d'adaptation à la population avant de pouvoir recouvrer. Donc, on a principalement une année de perdu. Et merci donc. Donc, nous allons directement passer à nos intervenants. Je vais les laisser se présenter tour à tour. Honneur aux dames, bien évidemment. Sephora, je vous laisse la parole.
Je m'appelle Sephora Chiombo, je suis Senior Project Manager au FPM ASBL. Le FPM est un fonds multibailleur qui accompagne les institutions financières basées en RDC, qui accompagne ces institutions à la fois en assistance technique et en refinancement. Je suis au FPM depuis plus de 6 ans, en charge de tous les projets d'innovation technologique et de transformation digitale. Je suis détentrice d'un master en ingénierie financière de l'Université d'Orléans et j'ai passé plusieurs certifications en finance numérique afin de mieux accompagner les institutions financières en RDC. Merci beaucoup. Super, Sephora, merci beaucoup. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses de votre part aujourd'hui. Nicolas Pichou, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Pichou, je suis le directeur général de Société Générale Cameroun. Société Générale Cameroun est une des premières banques du Cameroun, avec plus de 200 000 clients particuliers et 10 000 entreprises. Nous avons aussi 600 000 porteurs de wallet de notre mobile money. Je suis au Cameroun depuis 2 ans. J'ai passé quasiment 8 ans dans différents pays d'Afrique pour le groupe Société Générale. Oui, tout à fait. Je comprends que vous étiez au Ghana, au Sénégal notamment. Donc, ça va être intéressant aussi d'avoir des perspectives depuis différentes filiales. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Emen, à toi, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci beaucoup, Benoît. Bonjour tout le monde. Donc, Emen Mtimet, je suis directeur de l'A d'Afrique, chargé notamment du conseil pour le secteur financier. J'ai plus de 15 d'années d'expérience, en fait, essentiellement en Europe, en France, en Italie, en Belgique notamment, toujours en fait pour la numérisation et puis la digitalisation du secteur bancaire. Et puis depuis maintenant à peu près 6 ans, en fait, sur des sujets relatifs à la stratégie, au digital, mais aussi en fait beaucoup pour de l'innovation et de l'accompagnement des startups. Très bien. Merci, Emen. Et enfin, Monsieur Wakil Adjibi, s'il vous plaît. Monsieur Wakil, nous entendons. Vous m'entendez? Merci. Super. OK. Donc, moi, je suis Wakil Adjibi. Je suis le directeur général de Vital Finance au Bénin. Vital Finance est une des plus grosses entreprises de microfinance au Bénin. Nous existons maintenant depuis 23 ans. Et nous avons un réseau d'agences sur à peu près, sur l'ensemble du territoire, nous avons une vingtaine d'agences. Donc moi-même, j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience en microfinance et je suis membre de plusieurs réseaux à travers l'Afrique, le monde. Puis je suis un des acteurs majeurs de la microfinance au Bénin. Très bien, merci beaucoup. Je pense que ça va être aussi très intéressant avec cette historique. Je pense que vous avez vu l'évolution numérique, notamment du secteur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par le conseil, par Deloitte, puisque le cabinet Deloitte a fait pas mal d'études sur le sujet que je vous invite à consulter d'ailleurs. Et même si tu peux nous donner un petit peu les grandes tendances, mais aussi en allant sur des éléments un peu spécifiques, notamment par rapport aux dernières études, celle que tu as, la dernière qui a été publiée, avec un panorama vraiment régional, bien évidemment. Merci. Tout à fait, Benoît, merci beaucoup. Alors effectivement, je vais essayer vraiment de dresser un peu le paysage, l'introduction de cette session, pour voir finalement en fait quelles sont les tendances digitales aujourd'hui qu'on voit dans le secteur bancaire. Peut-être avant quelques chiffres rapidement, enfin vraiment pour remettre les choses sur un continent, on est à peu près à 10% de taux de bancarisation. C'est assez faible, on a moins de 25% de personnes qui une institution financière, donc en fait, quelle que soit la typologie de l'institution, malgré effectivement que le réseau bancaire, on a presque en fait 700 structures, mais on reste quand même sur un taux d'utilisation du cash assez élevé,
pour 95%, c'est le moyen principal en fait de transaction qui est utilisé. N'empêche, aujourd'hui, on voit l'émergence quand même de toute la partie paiement mobile qui prend effectivement un essor assez important. Énormément d'abonnés. On parle de plus de 500 millions d'abonnés sur l'Afrique. C'est quand même un nombre assez important. 34% des gens qui déclarent utiliser l'argent mobile, la carte de débit ou de crédit ou la téléphonie mobile comme moyen de paiement, alors pas spécialement comme un moyen de paiement principal, mais qui l'utilisent de façon plus ou moins récurrente. Et c'est effectivement des tendances qui donnent espoir. Et aujourd'hui, on a entre 150 et 200 structures qui font effectivement du mobile money en Afrique de façon générale. C'est à peu près le 50% de ce qui existe aujourd'hui en fait au niveau mondial. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, et notamment grâce aux pénétrations de la 4G et de l'Internet mobile qui ne cesse effectivement de s'améliorer. Alors, dans le cadre de ce contexte-là, on a fait effectivement pas mal d'études, pas mal d'interviews, on va dire, en fait, pour essayer de voir quels sont les grands projets de digitalisation qui sont en cours, quelles sont les grandes tendances. Et on a essayé de les résumer effectivement en 4 tendances majeures qu'on voit effectivement se dérouler actuellement et effectivement sur les années à venir. Première tendance, je pense, assez importante, c'est l'apparition des néobanques et des banques en ligne. Je pense aujourd'hui, on a vu effectivement un essor assez important sur les dernières années, et ça continue effectivement avec le développement de pas mal de nouvelles solutions. On parle notamment d'Africa Pay, qui est effectivement dans une vingtaine de pays. IBB, qui est par exemple effectivement sur le territoire burundais. On parle de Lydia, on parle de Eversend. Les exemples sont multiples, mais aujourd'hui on voit pas mal de projets en fait, soit de développement de ce qu'on appelle des néobanques, c'est-à-dire effectivement des banques qui offrent des services alternatifs et qui s'appuient notamment sur des banques existantes, soit totalement effectivement sur des banques en ligne, des banques 100% digitales. Donc je pense effectivement c'est des premiers pas. La législation est aussi en train de s'adapter dans les différents pays. On sait qu'il y a des problèmes de KYC, on a des problèmes de signature électronique, on a des problèmes effectivement d'engagement, etc. Mais les législations, elle est en train de s'adapter. En même temps, ces produits sont en train de... Je pense effectivement ça va être une des tendances de fond assez importante sur les prochaines années. Deuxième tendance qu'on voyait effectivement depuis pas mal d'années, mais qu'on reconnaît, on connaît une deuxième vague en fait pendant l'ère que nous vivons, c'est la transformation digitale des ventes. Je pense qu'il y a eu une première vague à un moment donné où effectivement la plupart des structures bancaires ont mis à jour leur global banking, et puis ça a fonctionné pendant pas mal de temps. Et puis aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a une montée de version. C'est pas une montée de version du global banking en lui-même, mais c'est dans la logique de réflexion, une grosse montée de version pour intégrer justement les composants, tous ces applicatifs qui permettent de gérer reconnaissance à distance, de permettre de fournir en fait du service pour les clients, etc. Beaucoup de projets au niveau de structure, en fait, on a tout. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une tendance des global, mais aussi des global bancaires qui offrent en fait du multicanal, de l'omnicanal, du mobile money, énormément de services digitalisés de bout en bout, et ça aussi. Troisième point, je pense qu'on en a parlé un peu en filigrane sur les deux autres points, c'est l'identité numérique. Aujourd'hui, en fait, on estime en fait dans le monde 4 sur 6 en fait ne dispose pas spécialement d'identité, donc elle n'est pas réellement identifiée par un identifiant, on va dire, national. La moitié de cette population-là qui n'est pas identifiée, elle vit aujourd'hui en fait en Afrique. Donc c'est réellement en fait un enjeu majeur pour le développement de l'économie. Et là tout de suite en fait avec le développement
de la partie paiement mobile et l'enrôlement à distance, on va émerger énormément de projets nationaux, voire même panafricains, autour de l'équité numérique, au Rwanda par exemple, ou encore au Congo. Il y a pas mal de projets nationaux qui visent justement à doter les différentes personnes d'une identité numérique. Intéressant pour le développement de services numériques en ligne, de services financiers en ligne. Là aussi, je pense que ça va être un asset assez important qui va venir booster et qui va être un effet de levier finalement pour le développement de pas mal de services numériques autour de la finance de façon générale. Et puis le quatrième point et la dernière tendance de fond, il est autour effectivement de la modernisation des systèmes de paiement d'une part, mais surtout de l'interopérabilité. On a vu pas mal de projets en fait pour permettre des plateformes d'interopérabilité déjà nationales, parce que c'est un des gros freins au développement de tout ce qui est paiement mobile et paiement numérique. Et puis on est parti de cette interopérabilité nationale vers des projets beaucoup plus importants en fait régionaux et transrégionaux au niveau de la BCAO sur la région UMOA, au niveau de la GIMAC, au niveau des États membres de la SADC en fait avec le projet CIRES et j'en passe. Donc il y a réellement aujourd'hui une volonté forte Là, on va mettre en place en fait toute l'interopérabilité nécessaire pour que les services de paiement en ligne puissent être interopérables, puissent effectivement se connecter entre eux et puissent rendre le meilleur service possible aux différents utilisateurs. Donc vraiment, en fait, 4 tendances de fond: la banque en ligne et les néobanques, la transformation digitale des banques axée réellement sur la modernisation et la fourniture de services en ligne, l'identité digitale qui est un asset très important, et enfin tout ce qui est plateforme d'interopérabilité et modernisation des systèmes de paiement de façon générale. Super, merci beaucoup pour ce panorama. Je trouve en effet les quatre grandes tendances très, très illustratives. Et je pense que le plus intéressant, c'est de passer directement sur un cas concret. Peut-être Nicolas, pour la Société Générale, je crois qu'il y a une présentation d'ailleurs. Oui. Donc, bonjour à tous, merci de me passer la parole. Donc, comme je l'ai dit, donc nous sommes une grande banque au Cameroun et la digitalisation de nos activités est vraiment multidimensionnelle. Et pour évoquer les différents leviers de transformation qui nous permettent d'aller vers une plus grande digitalisation, je parlerai d'abord de la digitalisation que l'on offre à nos clients. Ensuite, comme l'a évoqué Aymen, qu'est-ce que nous, on a mis en place en interne pour, je dirais, nous digitaliser nous-mêmes, ce qui est sans doute le plus dur. Et enfin, j'aborderai les contraintes et les aspirations qui sont les nôtres dans ce domaine. Donc, tout d'abord, la digitalisation à destination des clients, ça a été, je pense, pour nous qui sommes une des plus anciennes banques au Cameroun, d'accompagner en fait un mouvement qui était déjà là. Et donc s'interroger, savoir quelle était la valeur ajoutée de la digitalisation pour nos clients. Donc on s'efforce de mettre à leur disposition le maximum d'informations possibles sur le statut de leurs transactions, tout ça bien sûr en temps réel ou en permanence, et de leur permettre d'initier eux-mêmes leurs transactions. C'est ainsi que depuis plus de 5 ans, on offre des produits de e-banking à tous nos clients PME et professionnels, mais aussi particuliers, tant en matière de consultation que de transactionnel. On essaye aussi de déployer des outils de push via SMS, via email, qui permettent de confirmer l'exécution des différentes transactions. Et il en est de même aussi pour les transactions de mobile money qui prennent de plus en plus de place. Quelques chiffres peut-être pour illustrer ce propos. Aujourd'hui, on a 90 000 clients particuliers qui utilisent donc nos applications de e-banking et 6 000 PME. Et tout cela fait plus de 20 000 utilisateurs quotidiens. Et aujourd'hui, à la Société Générale Cameroun, 95% des virements domestiques que nous processons en fait sont initiés depuis une application de e-banking, ce qui est colossal en quelques années. Donc, comme je le disais en introduction, la transformation digitale est déjà bien acculturée chez nos clients et il s'agit d'accompagner ce mouvement qui est bien engagé.
Et un des leviers a été pour les clients la bonne compréhension des gains qui sont engendrés pour eux par la digitalisation, des gains de temps, puisqu'il n'y a plus besoin de déplacement, des gains d'argent, puisque les coûts transactionnels sont quand même beaucoup plus bas, des gains de transparence, puisqu'ils ont une information tout de suite, et de sécurité aussi sur leurs opérations. Toutefois, on peut aller toujours plus loin et comme le soulignait Aymen, une partie de la population reste quand même à l'écart. Et tous les mois, on organise des Digital Days dans les agences pour permettre à nos clients qui restent soit réticents, soit craintifs vis-à-vis de l'usage du mobile, de leur montrer comment ils peuvent utiliser le mobile. Alors ensuite, un autre levier, ça a été la digitalisation de nous-mêmes. Nous digitaliser nous-mêmes. Alors, tous les jours, je garde des montagnes de parapheurs à signer. Hein, ça reste toujours très important. Et d'ailleurs, le vocabulaire bancaire reste très marqué par le papier. Hein, bordereau d'escompte, dossier de crédit. On est très loin de la culture digitale des fintech qu'a pu mentionner Aymen. Et il a fallu d'abord qu'on prenne conscience de la nécessité de nous transformer nous-mêmes. Donc, en premier pas, ça a été la scannerisation des documents. Donc, ce n'est pas totalement du digital, mais au moins, on digitalise des documents papier qu'on va gérer électroniquement, ce qui nous fait beaucoup de gains de productivité et de suivi. Et ensuite, on met en place des outils de workflow digitaux qui nous permettent une véritable mesure de notre productivité et surtout de nos délais, avec des outils d'octroi qui nous permettent de mesurer le time to yes, mais également le time to cash. Donc ça, c'est très important pour le suivi de la qualité. Également des outils d'entrée en relation, des outils d'octroi de crédit, des outils de détection de transactions suspectes pour tout ce qui concerne l'anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme, des outils de suivi des transferts internationaux et des instruments du commerce international afin de respecter les réglementations de change, le suivi du portefeuille des faits de commerce, etc., etc. La Covid-19 nous a permis d'aller encore plus loin et d'envisager même la mise en place d'agences digitales que nous sommes en train de tester au Cameroun. C'est-à-dire que les clients peuvent aller dans un endroit où ils ont une interface, un écran à qui ils peuvent s'adresser à un conseiller. Donc en fait, ça nous permet aussi, on va dire, de mettre un pool de conseillers pour adresser un beaucoup plus grand nombre de clients que d'habitude. C'est en fait de démultiplier nos points de contact avec nos clients. Donc, pour conclure cette partie sur la digitalisation, je dirais que les leviers de la transformation digitale ouvrent le champ des possibles pour les banques, même les plus vieilles et sans être des fintechs. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment peur d'être disrupté et on est en mesure de saisir les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies tout en respectant le cadre réglementaire très fort qui est le nôtre. Donc, cela m'amène à soulever les contraintes de la digitalisation. D'abord, il faut avoir un premier levier, c'est des infrastructures informatiques très solides qui sont un prérequis indispensable avec une capacité des serveurs, une très forte bande passante. Il faut également qu'on puisse monitorer tous nos flux en permanence pour assurer un niveau de service constant pour nos clients, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qui est de plus en plus vrai. Et avec un niveau de sécurité IT très, très important. Quand on connaît ce qui s'est passé, par exemple, hier sur des GAFAM, puisque quelques GAFAM sont tombés hier, ce qu'on ne croyait pas possible jusqu'à récemment, on voit que ça peut arriver à tout le monde et que personne n'est à l'abri, ce qui nous a conduit à investir fortement sur l'IT. Deuxièmement, c'est la capacité à développer très rapidement. Pour cela, on a développé dans le groupe des méthodes agiles de déploiement, c'est-à-dire qu'on se maintienne toujours très en contact entre les développeurs et les métiers pour avoir un time to market le plus court possible. Et enfin, c'est la capacité à passer à l'échelle, c'est-à-dire à engranger chaque jour davantage plus de transactions, c'est passer très très vite de quelques transactions à quelques centaines de transactions, puis à quelques milliers de transactions qu'il faut pouvoir assurer le même niveau de sécurité. Et nos aspirations, c'est bien sûr envisager une plus grande autonomisation de nos clients, mais ça veut dire aussi que nos clients s'éloignent de nous, et donc il faut arriver à quand même maintenir un contact toujours plus proche avec nos clients, notamment les PME, et pouvoir les accompagner lors de leur phase de croissance ou de leur cycle d'exploitation. Et enfin, il faut pouvoir démontrer, comme je disais, face donc aux fintech et aux GAFAM, que nous sommes aussi capables de rester dans la course en leur proposant des produits à valeur ajoutée et qui respectent le corpus réglementaire.
Voilà. Donc pour nous, je dirais qu'ils sont une banque qui sont présentes sur le continent africain depuis très longtemps et où on voit s'affronter les différents acteurs. Il faut qu'on arrive à industrialiser rapidement, déployer des outils digitaux qui apportent de la valeur à nos clients et qui nous permettent aussi de rester très proches d'eux, ce que nous avons fait. Mais ça nécessite quand même des investissements quand même très lourds et un bouleversement interne de nos modes de fonctionnement. Oui, c'est intéressant parce que d'un côté, des nouveaux points de contact qui vous rapprochent des clients puisque vous êtes dans leur poche, dans leur téléphone, mais d'un autre côté, une distance aussi se crée puisqu'ils sont moins en présentiel dans les agences. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il serait sympa de passer justement à la présentation de Sephora, puisque vous avez une activité assez large, notamment d'accompagnement, de refinancement. On peut projeter la présentation. Je vous en prie, Sephora. Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous. Alors, ma présentation aujourd'hui va porter plus sur un état des lieux de la finance numérique en RDC, pour vous donner un petit peu le panorama des activités, les succès, les leçons apprises, les mutations qu'a entraîné la pandémie et les perspectives. Alors, en termes d'activité, il faut déjà comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. La RDC, c'est un pays qui fait 4 fois la France, qui fait quand même 80 fois la Belgique, mais le taux d'inclusion financière, lui, a toujours stagné autour de 8%, et ce jusqu'à 2018. Et on a fait un bond entre 8% en 2014 à 19,4% en 2020. Alors, ce bond a été vraiment observé grâce au compte de Mobile Money, c'est-à-dire grâce à la monnaie électronique. Et elle a permis, en fait, d'augmenter l'inclusion financière d'un plus grand nombre et surtout, à la suite de la pandémie, on observe encore le même phénomène. Alors, la finance numérique en RDC est pilotée par plusieurs acteurs. Les principaux acteurs, comme je l'ai dit, ce sont les institutions financières, les banques et surtout les institutions de microfinance. Nous avons les institutions de microfinance et les coopératives qui œuvrent en RDC. Nous avons 20 institutions de microfinance et 80 coopératives quand même pour 17 banques. Alors, en plus de ces acteurs, nous avons bien sûr 2 régulateurs qui accompagnent la finance numérique, à savoir la Banque centrale du Congo et la RPTC, qui est l'autorité de régulation des télécoms en RDC. Alors, tous ces acteurs se sont associés justement pour assurer le déploiement de la finance numérique en RDC, parce qu'aujourd'hui, le secret de l'inclusion financière au Congo, pour la réussir, ce sont les partenariats, afin de faire des économies d'échelle. Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question sur les succès aujourd'hui de cette inclusion financière. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait pu passer en quelques années, voilà, j'ai pu passer mon slide, en quelques années de 4% à aujourd'hui 19,4%. Ce sont, comme je l'ai dit, des partenariats stratégiques. C'est la combinaison de plusieurs facteurs. Le premier, au-delà des partenariats, ce sont d'abord un environnement favorable. Nous avons un régulateur qui accompagne en fait l'innovation plutôt que déjà de statuer. Il laisse faire, il accompagne l'innovation. Et en plus de ça, les projets d'interopérabilité ont commencé beaucoup plus tôt que dans d'autres pays que nous pouvons observer. Alors, ces 2 acteurs ensemble ont développé en fait une approche tout à fait progressive où on voit que les déploiements se sont faits d'abord dans les zones urbaines et ensuite petit à petit se font dans les zones rurales. Mais pour y arriver, bien sûr, c'est la technologie adaptée. C'est là que le partenariat avec les télécoms se fait sens, parce qu'aujourd'hui, le réseau de télécommunications est beaucoup plus implanté en milieu rural et dans beaucoup plus de provinces que aujourd'hui les institutions financières pour couvrir un peu plus le pays. Alors, ces partenariats ont permis donc de faire des économies d'échelle et aussi d'atteindre beaucoup plus de personnes. C'est ça un petit peu le secret de l'évolution aujourd'hui rapide de l'inclusion financière. J'ai donné quelques exemples de partenariats innovants ici
On voit Equity Bank qui a fait une fusion avec une autre banque locale, donc Equity BCDC avec Vodacash, qui ont créé des produits pour permettre à plusieurs d'avoir des services financiers numériques via le canal USSD. Ensuite, nous avons Finca RDC qui est aussi implanté au Congo avec plus de 1200 agents bancaires qui se rapprochent aujourd'hui de ses clients avec aussi Vodacash, qui est la filiale de Vodacom qui fait l'inclusion, qui fait la télécommunication aujourd'hui en RDC. Alors, maintenant, nous allons un petit peu parler de la mutation entraînée par la pandémie, parce qu'aujourd'hui, la pandémie a aussi poussé les institutions financières à accélérer leur transformation numérique, parce que certaines institutions ne voyaient pas encore l'intérêt et regardaient plutôt les coûts plutôt que de voir le gain que sur l'inclusion financière et sur les transactions. Alors, aujourd'hui, on note que la majorité des institutions ont compris qu'il faut se rapprocher plus de leurs clients grâce à un réseau d'agents bancaires. Les projets d'innovation de ce type se multiplient et les projets aussi de mise en place de services financiers numériques aussi sont en train de se développer, à la fois en application mobile, accessible sur les stores, ou aussi avec des menus USSD accessibles sur tout type de téléphone. Ce type de produit, aujourd'hui, permet aussi aux clients de s'auto-enregistrer. C'est tout à fait une nouveauté. Donc, on est en train de passer aux produits de finances numériques de deuxième génération avec l'enregistrement qui se fait avec un light KYC grâce justement au régulateur qui a facilité justement ce genre de projet. Et aussi, on voit que directement, on pousse les clients à faire des transactions. Et cela s'est beaucoup accentué avec le Covid. Nous avons fait une étude avec le cabinet Altaï en mars, pour toute l'année 2020, qui va bientôt être publiée, qui montre que on note une augmentation de 73% du nombre de transactions de mobile money. On montre une augmentation de transfert, de services de transfert de 13% et de 14% d'utilisation des services financiers aujourd'hui en RDC. Et tout cela montre vraiment que les institutions ont compris que les clients ont besoin qu'on se rapproche d'eux et que les partenariats vont permettre de faire justement des économies d'échelle pour réduire les coûts aujourd'hui qu'ils peuvent enregistrer par rapport à la transformation. Alors, par rapport aux perspectives, aujourd'hui, nous pouvons dire que les institutions financières en RDC ont quand même beaucoup de challenges et beaucoup de challenges, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, en termes d'organisation en interne. Aujourd'hui, transformer son institution implique aussi une transformation en interne, la création de nouveaux métiers, de nouveaux types de supports qu'il faut apporter aux clients. Un call center qui n'existait pas avant, devient aujourd'hui nécessaire pour accompagner à la fois les clients et aussi les partenaires stratégiques, comme les agents bancaires aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des personnes qui ont des boutiques sur pignon-sur-rue, qui permettent aussi de favoriser les transactions. En plus de cela, Nicolas l'a dit, AM aussi l'a dit, c'est le système d'information aujourd'hui qu'il faut beaucoup renforcer pour pouvoir supporter aujourd'hui un nombre de transactions beaucoup plus important et les sécuriser. Ça reste encore un challenge de poids aujourd'hui en RDC pour les institutions qui veulent se transformer. Et bien sûr, la transformation du business. Aujourd'hui, le business est en train de changer. Des nouveaux partenaires viennent se greffer à ce business. Les parts de marché commencent à se réduire. Les marges aussi commencent à se réduire. Il faut jouer sur le volume. Et pour ça, ce sont vraiment une nouvelle façon de voir la banque que les institutions financières en RDC doivent bien sûr adopter. L'autre challenge, au-delà des transformations en interne des institutions, c'est bien sûr l'écosystème. L'écosystème ne prend pas encore le pas. Oui, la pandémie a permis de faire des avancées, mais on note qu'il y a toujours une pression sur la liquidité aujourd'hui. Beaucoup d'opérations cash-in, cash-out, alors qu'il faudrait créer un écosystème qui permette que l'argent puisse circuler sans justement faire de retrait. Et c'est là le rôle de partenaires comme le FPM qui accompagne l'inclusion financière, qui accompagne des projets aussi d'éducation financière avec nos partenaires, et bien sûr le rôle du régulateur et le soutien du gouvernement qui eux aussi doivent mettre en place
des mécanismes incitatifs pour pousser davantage les personnes à travailler justement en monnaie numérique. Voilà un petit peu, Nicolas, un aperçu rapide de l'état des lieux en RDC. Bien sûr, je serai prête à prendre des questions par la suite s'il y en a. Merci. Merci. Oui, c'est tout un écosystème qui doit se mettre en place. Et bien évidemment, votre activité est importante dans ce cadre. Votre deuxième slide était celui sur les partenariats et donc la complémentarité des acteurs. Donc, je vais donner la parole à Wakil, s'il vous plaît. Pour savoir un peu comment vous, de votre côté, vous utilisez les technologies numériques justement pour développer votre activité, comment vous les intégrez au sein de votre modèle opérationnel. Wakil, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ouais. Oui, bon, voilà. Donc, au niveau de Vital, vous m'entendez? Merci, super. On n'a pas la caméra, néanmoins? C'est bon, vous avez la caméra? C'est à vous, super, merci. Très bien. Disons qu'au niveau de Vital Finance, j'avoue que nous sommes en retard d'un train par rapport à la digitalisation. Aujourd'hui, les seules opérations que nous faisons, nous arrivons à faire des opérations de recouvrement. Bon, nous utilisons des TPE, n'est-ce pas, pour aller chercher, faire du recouvrement auprès des clients qui ne sont pas à jour de leur paiement. C'est la seule application que nous ayons aujourd'hui en termes de digitalisation, en tout cas en termes de numérisation de nos opérations. Et la deuxième chose que nous faisons, c'est le transfert d'argent. Mais j'avoue que le transfert d'argent, à ce niveau, c'est un transfert qui est fait en collaboration avec des banques locales. Donc, mais à proprement dit, adossé à notre système d'information, en termes de digitalisation, nous sommes vraiment encore un peu à la traîne. Et évidemment, c'est tout l'intérêt, n'est-ce pas, que nous portons à ce genre d'académie. Et puis également, on s'était adressé à la BEI qui va nous appuyer en assistance technique, n'est-ce pas, pour jeter les bases de nos opérations digitales. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne Vital Finance. Très bien. Et pour vous, quelle est l'opportunité principale dans la transformation numérique de vos opérations? Est-ce que c'est pour développer des nouveaux services, gagner en efficacité? Ben justement, c'est pour gagner en efficacité et puis également, en tout cas, en termes de dématérialisation, c'est toujours des gains importants que nous avons. Et ça permet également une certaine célérité dans les opérations. Donc, on peut aller plus vite dans les opérations tant que tout est digitalisé. Très bien. Mais de toutes les façons, on n'aura pas le choix de s'accrocher à ce train parce que de plus en plus, tout l'écosystème, n'est-ce pas, tend vers la digitalisation des opérations. Oui, puis je suppose aussi, enfin, j'aimerais entendre peut-être l'avis des autres panélistes sur ce point. C'est aussi une évolution des usages, c'est-à-dire que de plus en plus de services se digitalisent et donc les attentes des clients évoluent. Peut-être, Nicolas, tu as peut-être un point de vue là-dessus. L'attente des clients par rapport aux services d'une banque. Oui, tout à fait. Les exigences, ça va au-delà des attentes des clients et notamment de ceux qui sont les plus exigeants et ceux qui sont exposés à ce qui se fait, on va dire, en dehors du continent, sont très fortes. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse adresser un très très large panel de besoins. Je dirais depuis notre client qui a un payroll et qui veut juste retirer le cash, jusqu'à des gens qui ont des attentes, on va dire, très exigeantes sur les besoins en termes digitaux.
Donc, ce qui nous conduit en fait à devoir couvrir un spectre beaucoup plus large en fait de besoins que peuvent avoir d'autres institutions bancaires. Très bien. MN, lorsque tu t'adresses à des clients du secteur financier justement qui veulent faire cet exercice de transformer leurs opérations, alors un groupe comme Société Générale, je pense, est sur le continent en amont par rapport à d'autres institutions bancaires, quels sont les principes clés, les fondamentaux que tu recommandes de mettre en place tout d'abord? Alors, généralement, le premier point, qui est toujours en fait, c'est une vision en fait, une vision digitale. Et cette vision digitale, elle arrive vraiment même en amont en fait d'une stratégie digitale. C'est tout simplement se dire en fait finalement quelle institution financière digitale on veut être dans les 5, 10, 15 prochaines années, quel rôle on veut jouer, où est-ce qu'on veut réellement mettre le curseur et quel service digital on veut procurer finalement à nos clients. Ça, c'est réellement le premier point, parce que finalement, avec cette vision-là, on décline après effectivement une stratégie, on décline après effectivement la feuille de route et tout ce qui va avec. Malheureusement, souvent, on a en fait des transformations digitales qui sont drivées par la technologie parce qu'on a de la blockchain, on a de l'intelligence artificielle, c'est sympa, on veut les utiliser. Donc, effectivement, on veut saisir l'opportunité de faire des choses intéressantes là-dessus. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, en fait, au niveau de l'écosystème, les structures financières sont de plus en plus matures et beaucoup d'entre elles commencent justement à réfléchir sur leur vision de la banque, d'institution financière digitale, avant même en fait d'aller commencer à réfléchir sur la stratégie, la déclinaison. Très bien. Peut-être Sephora, sur cette thématique justement de l'accompagnement, quand on s'adresse à vous, quels sont les principaux challenges que les banques, les institutions financières désirent adresser? Oui, effectivement, pour compléter ce qui a été dit juste avant, les principaux challenges qu'on voit d'abord, c'est, comme il a dit, la vision. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu comme un effet de mode. Donc, les institutions se disent, tout le monde passe à la digitalisation, on doit le faire. Mais le fait d'avoir une vision va permettre derrière d'aligner tous les investissements qu'il faut faire pour se transformer. Parce qu'on sait que la transformation numérique, elle coûte de l'argent, ça c'est clair, mais elle rapporte aussi si on a une bonne stratégie mise en place. Mais d'abord, commencer par la vision, je suis tout à fait d'accord, mais les autres challenges aussi, c'est la gestion du changement, qui quand même est un point interne, parce que vos clients, vos employés, ce sont les premières personnes qui sont au contact du client, et c'est à eux aussi de s'approprier ce changement-là. Et c'est toute une approche que nous avons développée pour s'assurer qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la gouvernance, que de la direction, mais en agence aussi, qu'il y ait une vraie appropriation de la transformation pour justement qu'elle se passe beaucoup plus facilement. Après, bien sûr, on a les challenges liés, bien sûr, aux besoins et aux attentes des clients, et s'assurer que les solutions apportées sont vraiment tournées selon leurs besoins. Ça reste toujours un challenge parce que derrière, on voit que certains produits développés, nous avons un problème d'adoption. Et ça, c'est vraiment par rapport à la façon dont le produit a été conçu et comment on a abordé justement le déploiement sur le marché. D'accord. Alors, j'ai pas mal de questions, mais j'ai une question de M. Guy-Roger Tess pour Nicolas. Pourquoi préférez-vous une solution technique installée en interne au lieu d'une solution basée sur le cloud? C'est vrai que ce sont des approches technologiques tout à fait différentes. Alors aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste du cloud, mais ce que je sais, c'est que le groupe Société Générale travaille sur le cloud, sur la partie banque d'investissement et de financement, et notamment sur un cloud privé, parce qu'il y a aussi des contraintes, là aussi, réglementaires très fortes sur la gestion des données personnelles.
le règlement européen sur, pareil, la protection des données. Il y a aussi des contraintes liées, je dirais, à nos environnements, notamment en zone CEMAC, et la commission bancaire souhaite que les données personnelles restent dans la zone également, ce qui n'est pas favorable au déploiement de solutions cloud. Voilà. Donc, il faut, comme je le disais aussi, on a des contraintes réglementaires très fortes et qui sont souvent, on va dire, en retard, hein, entre guillemets, par rapport aux avancées technologiques qu'on connaît. Voilà. Merci. Et peut-être, alors, une dernière question que j'avais, c'était quid de l'accès à des ressources humaines pour l'implémentation de ces stratégies, de ces systèmes. Alors bon, Emen et Sephora sont là aussi, ont des capacités, mais peut-être plus pour vous, Nicolas et Wakil. Est-ce que c'est un challenge de retrouver, d'identifier les ressources, de les recruter? Oui, merci Denis. Oui, je vous en prie. Forcément, si vous faites l'option d'aller vers de nouvelles façons de travailler, évidemment, il est tout à fait indiqué que nous formons des gens en interne, hein, ou bien nous recrutons des personnes qui viennent, n'est-ce pas, accompagner le changement. Donc, il est évident qu'on ne peut pas faire une telle mutation sans mettre l'accent sur les ressources humaines. C'est le capital humain qui s'impose, n'est-ce pas, dans une telle, dans l'exécution d'un chantier comme celui-là. Oui, très bien, Wakil, merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça crée une opportunité pour la jeunesse. C'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois de qualité et d'emplois qui ont un futur, que ce soit au sein d'institutions bancaires, au sein de cabinets d'accompagnement comme le FPM ou de cabinets de conseil comme Deloitte. Donc, outre l'impact économique et social que ces solutions ont sur l'ensemble des secteurs productifs, puisqu'on est en accompagnement des autres secteurs productifs, c'est un vrai domaine qui crée de l'emploi et de l'emploi de qualité pour la jeunesse africaine. Et je pense que c'est le bon thème pour clore la session. Wakil, Sephora, Nicolas et Emen, merci beaucoup pour votre participation. Je pense qu'on aurait pu utiliser une demi-heure ou 3/4 d'heure de plus pour discuter encore un peu, mais nous aurons d'autres occasions. J'espère que l'audience a apprécié cette discussion. Merci à tous. Merci. Je voudrais encore une fois m'excuser pour le retard que j'ai pris pour rattraper la séance, parce que j'avais parallèlement... j'étais entre deux chaises, il y a un conseil d'administration urgent qui est en train de se réunir chez moi. Il n'y a pas de problème, hein. Je me permets de reprendre un peu le flambeau ici, Wakil Adjibi. Pas de souci par rapport au retard que vous avez produit. On est tous un petit peu en retard aujourd'hui. Merci à tous les panélistes de cette session donc sur la numérisation et le financement numérique, ainsi qu'à notre modérateur Benoît Denis, donc économiste senior infrastructure numérique de la Banque européenne d'investissement. Donc cette conversation est effectivement très très intéressante. On va devoir, sans plus attendre, par souci de temps, passer à la prochaine session. Juste avant justement de passer à cette session de clôture et de discussion libre, je vous propose une très courte pause, 5 minutes à peu près, et on se retrouve juste après pour la suite.